On se retrouve aujourd'hui avec Val et moi-même Carla pour vous faire une vidéo questions-réponses. On est investisseur depuis maintenant plusieurs années, on a un compte Instagram où on partage toute notre expérience et du coup on nous pose très régulièrement certaines questions. Du coup on a décidé de répondre à celles qui reviennent le plus souvent. Aujourd'hui, pas de prise de tête, pas de montage, vraiment du concret. Et j'ai le petit ordi sur moi, on a les 9 questions et c'est parti. Allez go. Alors Val, comment est-ce qu'on a réussi à convaincre les banques pour commencer? Alors ça, c'est la première question. Comment convaincre les banques? Tout simplement en faisant énormément de prospection. On n'a pas pu convaincre les banques directement comme ça. Ça s'est pas fait en un claquement de doigts. Il a fallu faire énormément de banques. Il a fallu prospecter. Avant de se faire financer notre premier projet, je crois qu'on a fait une douzaine de banques. Ouais. Donc ça a été vraiment quelque chose de très très long. Et en fait, on a réussi à convaincre notamment grâce à, si on doit prendre les éléments factuels, un super dossier bancaire, une maîtrise du secteur dans lequel on voulait investir et à croire vraiment dans le projet dans lequel on misait et avoir un interlocuteur en face qui comprenait l'investissement immobilier. Yes, c'est ça. En fait, ça ne nous est pas tombé dessus, hein, le crédit. Il a fallu prendre du temps pour faire une étude de marché, un dossier bancaire, faire plusieurs banques et justement venir vendre son projet. Et c'est hyper important. Et c'est là aussi qu'on comprend l'importance de ne pas venir les mains vides chez son banquier parce que justement, c'est à nous de vendre quelque chose et d'être, voilà, de montrer des chiffres et de montrer que c'est nous en fait qui maîtrisons à 100% notre projet. Et eux, ils sont là pour nous dire s'ils sont d'accord pour nous prêter la somme qu'on leur demande en fait. Et le point le plus important aussi, c'est faciliter la vie du banquier C'est ça. en ayant ramené tous les documents qui sont nécessaires à la rédaction du prêt. Exactement. Donc, la deuxième question qui revient souvent, c'est pensez-vous qu'il vaut mieux investir d'abord dans un projet locatif ou sa résidence principale? Alors cette question, je l'ai tous les jours. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je vais en décevoir beaucoup avec cette réponse-là. Mais en fait, ça dépend tout simplement de votre situation et de vos objectifs aussi. Il y a pas mal de personnes aussi qui vivent dans des grosses villes où l'accès à la résidence principale, eh bien, il est très difficile, notamment à Paris par exemple, où pour vivre au minimum dans un 2 pièces, eh bien, il va falloir directement monter un prêt qui s'élèvera peut-être aux alentours des 500 000 euros. Alors que si on fait du logement locatif, eh bien, on peut prendre la stratégie de s'éloigner un petit peu plus de Paris et du coup de pouvoir faire du locatif qui sera aussi rentable finalement. Donc il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, ça dépend aussi. Par exemple, il y a des personnes qui se disent moi aujourd'hui je suis locataire, j'ai un logement qui me plaît, je paye pas très cher, je paye par exemple 600 euros par mois, j'ai un logement très correct. Demain, si je fais un crédit pour ma résidence principale, eh bien, il faudra peut-être que j'ai un crédit qui va s'élever à 900 euros. Moi aujourd'hui, avoir un crédit qui s'élève à 900 euros, le choix il est vite fait. Ou sinon, il y a d'autres personnes qui en face vont dire moi je veux arrêter de donner un loyer à un propriétaire, je veux rembourser du capital et du coup ils font le choix d'acheter leur résidence principale et ils vont miser aussi le jour de la revente sur le fait de faire une plus-value et être exonéré d'imposition sur la plus-value. Donc en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on a envie de faire, de sa stratégie et vraiment de ses objectifs aussi long terme. Si on a envie d'enchaîner les invests, eh bien, on peut clairement directement commencer par un investissement locatif et il ne faut pas croire que la banque, elle va vous dire tant que vous n'avez pas de résidence principale, on ne vous finance pas du locatif. Ça, c'est pas vrai. Et si ça vous arrive quand vous allez voir le banquier, vous allez voir une autre banque. Voilà. Ouais, le plus important, c'est de faire le point sur sa situation, savoir où on veut aller. Et le plus important, réellement, c'est de passer à l'action. Finalement, C'est que ça. ce soit sa résidence principale ou du locatif, les années passent, le temps s'écoule et au final, toutes les années qui ne sont pas mises à profit avec le levier bancaire, mais c'est des années qui sont perdues. Donc, dans tous les cas, un investissement locatif peut se transformer en résidence principale et une résidence principale peut se transformer en investissement locatif. Donc, il n'y a pas de bonne réponse, il faut passer à l'action et puis après affiner sa stratégie ou alors faire l'inverse, vraiment bien affiner sa stratégie, passer à l'action, mais en tout cas ce qu'il faut c'est vraiment commencer à investir si vous avez une bonne situation. C'est ça. Et puis aussi, il y a les opportunités.
qui font que par exemple vous allez visiter quelque chose et puis en fait ça va plus correspondre à une résidence principale pour vous, ça va rentrer dans votre budget, ça va vous plaire, vous allez avoir un coup de cœur, vous allez pouvoir négocier plein de choses qui font que finalement vous allez prendre une décision plutôt qu'une autre. Puis il n'y a pas de statu quo, c'est pas parce qu'on s'est dit on va faire du locatif ou de la résidence principale qu'on peut pas faire autre chose quoi. Yes. Troisième question. Est-ce qu'on a déjà eu des problèmes dans nos Airbnb? Alors voilà, là il faut faire un petit récap sur notre patrimoine. On a du patrimoine en colocation, on a du patrimoine de notre résidence principale et on a également de l'exploitation en location courte durée. On a commencé par de la location classique en loueur meublé non professionnel sur des baux étudiants. Et là, on s'est professionnalisé au niveau du Airbnb il y a maintenant 2 ans et demi. Et il faut savoir que pour répondre à cette question, la deuxième semaine où on a lancé notre Airbnb, on a eu une super nouvelle. On a eu donc la conciergerie qui nous a appelé en nous disant que un radiateur, enfin un chauffage, était passé par la fenêtre. Mais le problème, c'est que la fenêtre n'était pas ouverte. Déjà, faire passer un radiateur par une fenêtre, c'est un peu spécial. C'est un radiateur portable, enfin Ouais. portatif. C'est ça. Et donc, en fait, ils ont eu la bonne idée de se battre dans le Airbnb et ils nous ont explosé la fenêtre. Donc, en fait, en plein hiver, on s'est retrouvé avec une fenêtre ouverte avec des locataires qui devaient venir la semaine d'après. Donc, il a fallu gérer. Donc, oui, on a eu des soucis avec nos Airbnb. C'est pas le seul, mais en tout cas, ça a été le problème majeur. Ça a été le plus marquant parce qu'au bout de 2 semaines, c'était quelque chose d'assez drôle. Sur le moment, on rigolait pas trop, mais pour le coup, ça a été un problème qu'on a plutôt bien géré, et puis voilà. Oui, et puis honnêtement, c'était pas le seul en effet appartement où on a eu des petits soucis. Après, nous, il faut savoir qu'on passe nos appartements en conciergerie. C'est aussi pour pouvoir gérer les petits problèmes du quotidien comme ça. Nous, on n'est pas sur place, donc c'est la solution qu'on a trouvée aujourd'hui. Maintenant, on s'est rendu compte aussi, on en parlait justement hier, qu'on a développé une faculté à gérer les problèmes et trouver des solutions grâce à l'immobilier, parce que finalement, il n'y a quand même pas le choix quand on a des responsabilités comme ça. Et donc, on développe finalement des facultés de gestion de problèmes, en fait. Et honnêtement, ça sert dans la vie de tous les jours. Et les personnes qui ont peur de se lancer dans l'investissement immobilier parce qu'ils ont peur des problèmes, en fait, oui, c'est des problèmes, mais il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions et honnêtement, on a peut-être un problème tous les 3 mois, quoi. Et faut vraiment pas se focaliser là-dessus et se dire que de toute manière, il y aura toujours des solutions. Yes. Et du coup, petit tips sur cette question-là. Si vous souhaitez vous lancer dans la location courte durée, ce qu'on conseille avec Carla, c'est quand même avoir une grosse épargne de précaution, enfin tout de même une épargne de précaution pour survenir à ces problèmes qu'il peut y avoir. Parce que si jamais on est à sec et qu'on n'a pas la possibilité de rembourser le crédit qui est inhérent à cet investissement, c'est plus compliqué. Alors que sur de la location classique, eh bien, il y a les assurances loyers impayés, il y a la caution Visale et c'est quand même beaucoup plus sécurisant et sécurisé. Alors certes, on ne maximise pas autant les revenus en location classique, mais petit tips pour les jeunes notamment qui souhaitent se lancer à tout prix dans de la location courte durée, pensez bien qu'il peut y avoir des problèmes et que dans ce cas-là, il faut se prémunir en ayant de l'épargne de côté ou en tout cas en ayant une famille qui est en mesure de vous aider. Quatrième question, est-ce que vous avez déjà eu un locataire qui n'a pas payé ? Alors oui, ça nous est déjà arrivé. Il faut savoir que maintenant, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place pour pouvoir éviter ces problèmes-là, notamment les assurances loyers impayés. Vous avez la caution Visale aussi, qui est une caution qui est mise en place par Action Logement et qui vous permet en fait de pouvoir donner accès au logement à des personnes qui n'ont pas par exemple 2,5 fois le montant du loyer que vous proposez, qui va plutôt s'adresser à certains profils comme des locataires étudiants par exemple, ou des personnes qui pourraient avoir de plus faibles revenus. Et donc ça va finalement remplacer la caution des parents. Et nous, quand on a commencé en fait à faire de la location longue durée, en fait on a mis en place cette caution Visale. Par contre, on a entre guillemets oublié une étape qui est assez importante, c'est le fait d'enregistrer cette caution lorsqu'on est propriétaire. Nous, on pensait qu'on recevait la caution de la part
du locataire, donc qui nous donne un visa, ça s'appelle. Mais nous, derrière, en tant que propriétaire, on devait justement faire cette déclaration. Donc c'est une petite étape qui est importante dans la suite de l'histoire parce qu'en fait, on s'est retrouvé avec un locataire qui nous a dit « En fait, je ne peux pas vous payer ». Et donc, nous, on lui a dit « Bah là, il va falloir trouver une solution ». Et lui, ce qu'il nous a répondu de manière un peu hautaine et qu'on n'a pas aimé, c'est qu'il nous a dit de toute façon, la garantie visale, enfin la caution visale, c'est fait pour ça. Donc nous, on lui a dit bah non, c'est pas fait pour ça. Enfin, en tant que locataire, c'est dans votre devoir de payer. En effet, il y a ça qui existe, mais le but principal, c'est de rassurer et c'est pas de se dire je vais forcément utiliser cette caution visale. Donc ça, il faut restructurer quand même. C'était au tout début de notre aventure entrepreneuriale dans l'immobilier. Et donc, il faut avoir en tête qu'on s'adressait à des personnes qui étaient plus âgées que nous. C'est ça. Donc là, on avait 22 ans. On se retrouvait face à des locataires qui, eux, étaient en master, cette personne-là. Donc, c'était un étudiant qui était en master. Et donc, du coup, il y avait ce delta d'âge. Et puis, on a une tête quand même de jeune. Donc, c'est quelque chose qui est aussi à prendre en compte. Et nous, on n'a pas bougé de nos positions. On est resté droit. On a dit, non, il va falloir que vous régliez les choses. Et toi, tu as mis en place un gros moyen de pression. Oui, en fait, donc, suite à ça, donc, nous, on n'a pas pu se retourner en plus vers la caution visale. Donc, nous, on lui a bien dit que là, il allait falloir trouver une solution. Lui ne respectant pas ses droits, nous, ce qu'on pouvait faire, c'était une mise en demeure en fait d'un huissier. Et donc, nous, c'est ce qu'on lui a dit qu'on allait faire et que de toute façon, on allait entamer des procédures avec avocat. Honnêtement, sur le moment, on bluffait un peu parce que clairement, on savait très bien que ça allait être long. Quand il y a des procédures dans les projets, c'est toujours long. Et du coup, là, on savait que ça allait être compliqué de passer avec un avocat, que ça allait nous coûter plus d'argent finalement. Mais on a fait au bluff et puis on est allé sur place surtout. Et je pense que c'est aussi ce qui a pu faire la différence, c'est de se rendre sur place, discuter avec lui, lui montrer aussi que lui, il nous met dans une situation qui est compliquée et que c'est surtout son droit et son devoir en tant que locataire. Son devoir surtout. Son devoir, oui. Donc, du coup, au final, ça s'est soldé par un coup de pression, au final, avec une lettre avec accusé de réception. Une fois qu'il a reçu cette lettre avec accusé de réception, cet étudiant qui était en master de droit de l'immobilier notamment, s'est tout de suite acquitté du paiement. Et par la suite, du coup, ça a été une belle leçon pour nous. Et que aussi on transmet du coup aux élèves qu'on accompagne parce qu'à cette époque-là on était jeunes, de se dire quand on a une caution visale il faut aller au bout du processus parce que sinon c'est caduc. C'est ça. Et l'importance aussi de bien choisir ses locataires. Nous on fait un tri hyper important au niveau des locataires. Bien évidemment entre ce qu'ils nous présentent et la réalité des choses, parfois on peut tomber un petit peu à côté. Mais hyper important de bien faire du tri quand vous avez des dossiers qui arrivent. Et malheureusement, c'est comme ça, toujours se tourner vers le dossier qui est le plus intéressant. Et aussi au feeling, quand vous faites les visites, vous le sentez, une personne qui n'est pas fiable et une personne qui est fiable. Donc au final, pour répondre à cette question, le locataire n'a pas payé pendant 1 mois, puis il s'est acquitté du loyer du mois. Ouais. Et au final, on n'a jamais eu de locataires qui n'ont pas payé. Ouais, c'est ça. Et à la fin, il a tout payé. Et sur la fin du projet, fin de sa location, il s'est rendu compte que pour lui, le loyer était trop élevé. Et donc, il a décidé de quitter le logement. Donc, il a tout payé. Alors, question numéro 5. Alors, comment avez-vous commencé les investissements ? Alors, les investissements, on les a commencés grâce à un prêt étudiant. On s'est lancé très jeune dans l'investissement immobilier et on a commencé tout simplement en levant de la dette, mais de la dette via crédit consommation non affecté du fait du statut d'étudiant. Donc on a contracté un prêt étudiant, on a acheté un appartement à 45 000 euros qu'on a négocié à 41 500 euros et par la suite du coup c'est ce qui nous a permis de nous lancer. On a fait une super exploitation avec du cash flow généré sur un appartement avec de très faibles durées d'emprunt, donc avec des mensualités qui sont quand même importantes par rapport
au montant emprunté, parce que bien entendu, le prêt étudiant, c'est sur 10 ans. Ouais. Et là, du coup, on a remboursé beaucoup de capital, parce que du coup, ça fait 4 ans qu'on a investi dans ce premier appartement. Et donc, voilà, c'est le premier investissement qu'on a réalisé, un petit T2 dans une ville du Sud, où le prix au mètre carré était aux alentours de 1 600 €. Et on l'a acheté, du coup, avec ce moyen de pression sur le propriétaire, avec la possibilité de dire on fait un achat comptant, donc on négocie le bien et vous avez aucun problème, c'est sûr que le bien, nous on va se positionner dessus, on va l'acheter et on a les fonds. Et après, c'était le début d'une longue lignée d'investissement et là, on continue encore les projets d'invest. Ouais, c'est ça, c'est celui qui a vraiment permis d'appuyer notre crédibilité auprès de C'est la ça. banque. Parce qu'après, on ne s'est absolument pas caché quand on a fait le tour des banques pour l'achat de nos futurs investissements. On a été transparent avec le fait que oui, on a réalisé notre premier investissement avec un prêt étudiant et la plupart des banquiers nous ont félicités. Et il ne faut pas écouter tous les gens qui disent que c'est interdit, que c'est impossible, patati patata. Nous, c'est pas forcément quelque chose qu'on conseille à tout type de profil, hein, bien sûr. Mais en tout cas, pour nous, ça a marché. Et voilà. Sixième question, c'est combien d'épargne conseillez-vous d'avoir pour investir dans l'investissement immobilier? Yes. Alors, il y a toujours la partie que va vous demander la banque. C'est-à-dire, en général, la banque va vous demander à peu près 10% d'apport pour votre projet d'investissement immobilier dans le cas du coup d'un crédit immobilier. Donc par exemple, si vous faites un prêt de 100 000 €, ils vont vous demander à peu près 10 000 € à injecter dans le projet. C'est aussi possible de pouvoir être financé à 110%, c'est-à-dire que la banque va prendre en charge tous les frais de votre investissement. Nous, la plupart de nos projets, tous nos projets en fait, ont été financés du coup à 110%. Mais il faut toujours pouvoir rassurer la banque et donc du coup avoir une épargne de côté. Nous, c'est juste qu'en fait, notre épargne, on ne l'a pas mise dans le projet, mais on l'avait bien évidemment. Et toujours avoir une épargne de précaution. Ça, c'est hyper important. C'est de se dire qu'on a de l'argent de côté s'il nous arrive quoi que ce soit. Par exemple, demain, vous avez un locataire qui vous appelle, qui vous dit, écoutez, le Cumulus, il marche plus. Et bien vous êtes capable de pouvoir acheter un Cumulus du jour au lendemain. Vous avez d'un coup des travaux de copro qui tombent, ça vient d'être voté, vous devez sortir 9 000 €. Bah, ces 9 000 €, il faut les avoir, sinon vous êtes vraiment dans une situation délicate. Et l'objectif, c'est pas de se mettre le couteau sous la gorge quand on fait de l'investissement immobilier, de plus pouvoir partir en vacances. Enfin non, c'est pas ça le but. Mais du coup, il faut quand même avoir une épargne importante de côté. Ok, et donc tu dirais qu'il y a besoin de combien si tu dois être factuel, si tu dois donner des chiffres? Oui. Alors moi, j'aurais tendance à dire que par exemple, sur un investissement de 100 000 €, ou par exemple, on est sur un investissement classique où on fait de la location locative à l'année, et qu'on a dû mettre 10% du prix du bien en apport à la banque, pour moi, il faudrait encore 10 000 € supplémentaires en cas de nécessité. Et puis surtout, que vous, votre objectif, c'est peut-être de continuer les investissements. Donc vous avez toujours ces 10 000 € qui sont disponibles. Ouais, 10 000 €, l'équivalent aussi de 2 mois de loyer, 2 Ouais, mois et c'est demi ça. de loyer. Ouais. Septième question, qu'est-ce qu'on pense des logements atypiques? Alors nous, à titre personnel, on a mis en place un logement atypique, on a fait un jungle où on a mis une ambiance jungle, et finalement c'était un logement qui marchait énormément. Donc en 2022, il a fait une performance qui était incroyable. Et petit à petit, on s'est rendu compte, donc ça c'est notre expérience personnelle, que les logements atypiques au niveau jungle perdaient petit à petit de son attrait. Et donc, au niveau des logements atypiques, on s'est renseigné, il y a une étude qui est sortie récemment qui montre que la part de nuitées dans les logements atypiques est en chute libre. À part les houseboats et les cinérooms, sinon le reste des logements atypiques est en train de se casser la figure. Donc nous, à titre personnel, on est en train de changer notre stratégie. Le logement atypique jungle, on est en train de changer totalement. On avait mis des œufs suspendus À la marsupilami. à la marsupilami pour pouvoir créer cette ambiance nid dans la jungle. On a enlevé les nids, on a mis un canapé très sympa. Et du coup, c'est vraiment se dire être
en accord avec le marché actuel, on va être en accord avec ce qui fonctionne. Et là, nous, à titre personnel et par rapport aussi au groupe d'investisseurs et à tout ce qui se fait en France, on voit que les logements atypiques sont en chute libre. Alors on l'explique comment? Il y a énormément de personnes qui sont sur ce business model-là parce que ça a très bien marché dans les années 2022. Et là, on se rend compte que il y a beaucoup plus de logements atypiques finalement que de logements classiques. Il y a aussi un autre logement atypique, si on peut appeler ça comme ça, même si ça ne rentre pas trop dans cette case-là, c'est les love rooms. Les love rooms continuent à surperformer par rapport au marché du classique. Mais pour autant, il y a d'autres prestations et on n'est pas sur, on est sur une expérience voyageur, mais qui se rapproche plus du spa ou de l'expérience purement sexuelle. Donc ça existe et ça fonctionne, mais pour autant, pour les logements atypiques plus classiques, on voit que le marché est en berne. La 8e question, c'est quelle est notre plus grosse galère depuis qu'on a commencé l'investissement immobilier? Ouais, alors on a eu une très grosse galère qui nous est arrivée et qui nous a pas mal marqué quand même. C'est dans notre logement en colocation. Donc pour rappel, c'est un appartement qu'on a acheté où il y avait un cachet de fou, où on a dû abattre des murs, etc. Et donc on a fait appel à une première société, enfin c'était un artisan. Par contre, on n'avait pas encore assez nous d'expérience par rapport à toute cette partie travaux. C'était le premier gros chantier qu'on mettait en place et dès le départ, on ne s'était pas forcément rendu compte qu'une seule personne pour faire tout le chantier, ça ne suffirait pas. Et en plus, les discussions se sont quand même rapidement envenimées avec cette personne-là et donc en fait, on s'est dit, c'est plus possible de continuer. Cette personne-là travaillait trop lentement, il y a eu des malfaçons, donc on s'est dit, il va falloir trouver une solution. On a réussi d'un commun accord à mettre fin au chantier. On a perdu un peu d'argent sur le coup, mais c'est pas grave, on s'est dit on rebondit et on essaye de trouver une nouvelle société. Alors c'est ce qu'on a fait, on a trouvé une nouvelle société qui nous avait été d'ailleurs même conseillée. Et là pareil, encore une petite erreur de novice, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas assez renseigné sur cette société, on a fait confiance. On a fait confiance aux personnes qui nous l'avaient conseillé et à la personne aussi qu'on avait en face de nous. Puisque là on s'est dit waouh, il y a plusieurs personnes qui vont venir sur le chantier, on avait des promesses que le chantier serait fini en un mois, enfin bref. Au final, au début ça se passait bien et finalement ça a été la désillusion totale. Lorsqu'on passait sur le chantier, on voyait encore une fois qu'il y avait des malfaçons, le parquet a été très très mal posé. Au-delà du parquet, ça a été une société spécialisée dans l'escroquerie. C'est ça. Donc que ce soit le parquet ou toutes les autres corps de métier, on était sur de l'escroquerie pure et dure, avec aucune assurance décennale, avec quelque chose qui était monté, c'était vraiment quelque chose, c'était de l'escroquerie. Et ça a été un moment infernal pour nous parce qu'on a perdu pas mal d'argent, énormément d'argent, et surtout on a perdu du temps et de la tranquillité d'esprit. Mais si je dois rebondir là-dessus, je ne connais aucun investisseur qui n'est pas passé par une galère comme celle-ci. Et donc au final on s'en est plutôt bien sorti, mais pour le coup ça a été un moment très 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 compliqué parce qu'il a fallu rattraper toutes les erreurs de ces personnes-là. On a dû se former à nous, à titre personnel, sur les travaux. On était jeunes également, mais pour autant, c'est des erreurs qu'on aurait pu éviter si on avait fait un peu moins confiance et qu'on avait bien fouillé sur la nature de cette entreprise. Voilà, c'est la plus grosse galère. Ça a été quelque chose qui nous a renforcés au final, parce qu'on est passé par des moments très 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 compliqués. Et là, au final, on en sort gagnant et toutes les personnes qu'on accompagne ne tomberont pas dans ce genre de problème parce que nous, on les a vécus et qu'on ne le souhaite à personne. Oui, et puis on se dit que finalement, c'était un projet certes qui était important, mais de toute façon, on sait très bien que dans notre carrière d'investisseur, on partira sur des projets encore plus importants où il y aura encore plus de travaux. Donc, vaut mieux que ça nous soit arrivé à ce moment-là plutôt que plus tard sur des sommes importantes. Le plus tôt et le mieux. Voilà. Dernière question, combien est-ce qu'on gagne avec nos investissements immobiliers? Ça, c'est la question des curieux. C'est la question que tout le monde attend. Tout le monde nous pose cette question. Pareil, ça revient au moins une fois par jour minimum. Alors nous, pour être totalement franc, en net, après tout abattement, on est à 1 500 € sur les mois les plus bas
et on est jusqu'à 2200 euros. C'est le plus gros mois qu'on a fait dans toute notre carrière d'investisseur. Cette fluctuation, elle s'explique par les mois d'été, la saison estivale. Nos locations courte durée fonctionnent beaucoup mieux que sur la période classique. Et donc, on est sur 2200 euros net sur le meilleur mois. On espère faire beaucoup mieux cette année. Je pense qu'on va s'approcher des 3500 cette année parce que on a de nouveaux appartements. Mais voilà, on est sur une moyenne à 1500 euros de cash flow net avec 8 appartements, plusieurs celliers, des garages. Voilà, tout est optimisé pour notre système d'exploitation. On n'est pas sur maximiser nos revenus. Nous, on prend l'investissement immobilier beaucoup plus en termes passifs. On attend vraiment que le temps joue en notre faveur plutôt que d'être sur du super profit avec de l'exploitation en location courte durée qu'on gère nous-mêmes, parce qu'on préfère avoir la tête libre pour accompagner notamment les personnes qui sont dans Audace Academy, pouvoir être disponible et ne pas avoir à gérer des problèmes locataires. Donc on préfère donner 20% de nos revenus, de nos recettes à une conciergerie qui gère à la perfection et ne pas se prendre la tête avec des problèmes qui pourraient nous faire perdre du temps. C'est clair. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre un like si ça vous a plu et aussi à nous mettre des commentaires. Voilà, est-ce que vous avez peut-être d'autres questions que vous aimeriez qu'on aborde dans une prochaine vidéo? Est-ce que vous avez d'autres avis à nous donner? On vous attend en commentaire et on vous dit à très vite. Yes.